9h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Adoption par le Parlement algérien du projet de loi de finances 2023, une loi de finances qui s'annonce historique. Le gouvernement algérien y a alloué le budget le plus important de l'histoire du pays avec des dotations d'environ 100 milliards de dollars. En Espagne, les files d'attente s'allongent dans l'espoir de recevoir une aide humanitaire. Le royaume subit de plein fouet l'inflation des denrées. Recep Tayyip Erdogan menace d'une opération terrestre en Syrie. L'aviation turque a lancé dès dimanche une série de raids contre des positions kurdes dans le nord de la Syrie et de l'Irak, faisant au moins 37 morts. Et puis nous irons au Qatar où l'outsider crée la surprise et domine un prétendant. L'Arabie Saoudite bat l'Argentine 2-1. Scène de liesse à Riyad, à la capitale. Les autorités annoncent un mercredi férié. L'actualité en Algérie, c'est tout d'abord l'adoption par le Parlement du projet de loi de finances 2023 en séance plénière. Une loi de finances qui s'annonce historique puisque le gouvernement algérien y a alloué le budget le plus important de l'histoire du pays avec des dotations d'environ 100 milliards de dollars, soit une augmentation de 24 milliards de dollars par rapport au budget de l'année en cours. 70% du budget sont alloués aux dépenses et à la revalorisation des salaires. Mohamed Wali Ben Chaban. L'Algérie s'apprête à présenter dans son prochain projet de loi de finances adopté par le Parlement le budget le plus important de son histoire. Une enveloppe qui avoisine les 100 milliards de dollars consacrés à la gestion, en particulier les dépenses et la revalorisation salariale. Pour le gouvernement algérien, la révision des salaires est essentielle pour stimuler la croissance en créant de la demande pour les entreprises et voire même attirer les investissements. Le texte de loi de finances 2023 propose une série de mesures tant en matière d'appui et l'investissement que dans la sphère fiscale, dans le cadre d'une nouvelle approche budgétaire centrée sur les objectifs pour davantage d'efficacité et de transparence. Pour ce qui est du cadrage macroéconomique, le budget 2023 est basé sur un prix de référence du baril de pétrole à 60 $ et un prix du marché à 70 $. S'agissant des dépenses records, l'exécutif les justifiait par l'impact négatif des tensions géopolitiques sur les prix des matières premières et appelle à élargir le cercle d'intervention de l'État et à augmenter son volume pour consolider le pouvoir d'achat des citoyens. Le projet de loi de finances 2023 est qualifié d'exceptionnel en termes de valeur financière, le plus important depuis l'indépendance de l'Algérie. De nombreux experts le considèrent comme un budget d'objectifs et de programmes. Alors, je vous le disais en début de journal, le budget consacré donc à cette nouvelle loi de finances est pour le moins que l'on puisse dire colossal, un budget de près de 100 milliards de dollars, une première depuis 1962, loin derrière. On retrouve le budget de l'année donc 2022 estimé à 74 milliards de dollars ou encore celui de l'année 2021 qui s'est élevé à 62 milliards de dollars. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, il y a 22,4 milliards de dollars pour le ministère des Finances, 7,1 milliards de dollars pour le ministère de l'Intérieur. L'éducation et l'enseignement supérieur reçoivent 8,3 milliards de dollars et puis le ministère du Travail, 7,2 milliards de dollars. Et enfin, le ministère de la Santé, 4,2 milliards de dollars.
Le texte de la loi de finances 2023 prévoit donc un taux de croissance de 4,1%, une inflation de 5,1%, des exportations de 46,3 milliards de dollars et des importations de 36,9 milliards de dollars. Enfin, des réserves de change de 59,7 milliards de dollars. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce projet de loi de finances 2023. Dans l'actualité, également, cette attaque terroriste au Tchad. Ce mardi, des éléments du groupe Boko Haram ont tué une dizaine de militaires tchadiens dans la province du Lac située à l'ouest du pays. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis l'arrivée au pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno. On reste en Afrique, au Mali. Les activités de toutes les ONG financées ou soutenues par la France sont désormais interdites, y compris celles opérant dans le domaine humanitaire. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, l'a justifié dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux par l'annonce récente par la France qu'elle avait suspendu son aide publique au développement à destination du Mali. Le gouvernement de la transition décide d'interdire avec effet immédiat toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire. Le Mali, où 3 soldats de maintien de la paix des Nations Unies ont été blessés hier suite à l'explosion d'une mine artisanale sur la route de Tombouctou, selon Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et puis le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, prendra part à partir de demain, mercredi, à Niamey au Niger, à la réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine préparatoire au sommet extraordinaire sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique, ainsi que sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. L'actualité, c'est également l'organisation d'élections en Libye. Elle a été évoquée à Ankara lors d'une rencontre du ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, et du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Batili. Mevlut Cavusoglu a réaffirmé le soutien continu de la Turquie à la stabilité en Libye. Au Maroc, l'ex-bâtonnier de Rabat et ministre des Droits de l'Homme, Mohamed Ziyane, âgé de 79 ans, a été arrêté dans son bureau hier soir. D'après l'un de ses avocats, il aurait été transféré vers une prison de la capitale sans avoir été notifié légalement de sa condamnation et sans aucune comparution. Le fondateur du parti marocain libéral, Mohamed Ziyane, s'est fait connaître par des déclarations critiques à l'encontre du pouvoir, en particulier des services de renseignement marocains. Les détails avec Souad Ben Bartouche. Mohamed Ziyane a passé sa première nuit à la prison d'El Arjet, près de Rabat. Poursuivi pour 11 chefs d'accusation, un véritable bric-à-brac selon ses proches et avocats. Cela va de l'outrage à des fonctionnaires publics et à la justice, en passant par l'injure contre un corps constitué, diffamation, adultère ou encore harcèlement sexuel. L'opposant a été condamné le 23 février dernier à 3 ans de prison ferme et à une amende de 5000 dirhams, mais il avait été laissé en liberté. Ce grand commis de l'État semble avoir payé pour ses positions politiques, puisque connu pour ne pas mâcher ses mots à l'encontre du régime, notamment des services de renseignement marocains. Pourtant, l'ancien ministre des Droits de l'Homme, entre 1995 et 1996, était proche des cercles du pouvoir sous Hassan II. Il était aussi l'avocat du gouvernement dans les années 1990, pour ensuite devenir célèbre pour son franc-parler et ses critiques envers l'appareil sécuritaire du Marzen et ainsi gagner le statut de bête noire du régime de Mohamed VI. Le bâtonnier de 80 ans a été appréhendé la nuit dernière à son bureau. Une arrestation musclée opérée par une vingtaine de policiers
qui ne se sont pas identifiés selon certaines sources de l'opposition marocaine. 2 jours auparavant, ces mêmes sources annonçaient que Mohamed Ziane venait d'être empêché de quitter le territoire marocain. Cette interdiction est intervenue au lendemain des dénonciations faites par l'homme de justice. Il avait démenti les affirmations du Marzane sur les 27 migrants morts lors du carnage de Melilla. Ce chiffre déjà horrifiant est selon lui carrément proche de la centaine. En Europe, l'Espagne se porte mal alors que les prix augmentent. Les files d'attente se rallongent en raison de l'inflation du prix des denrées. De plus en plus d'Espagnols ont recours à l'aide humanitaire, à l'aide alimentaire. Naliman Zekar. Des files d'attente interminables. Ils sont des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants à faire la queue dans plusieurs points de Madrid pour obtenir de la nourriture. Ce fléau dû au record d'inflation pousse une grande partie des habitants de la ville à se diriger auprès d'associations d'aide aux habitants en difficulté comme dernier recours pour survivre à des fins de mois difficiles. Nous avons un travail. Ma femme s'occupe à temps partiel de personnes âgées. Je travaille dans le bâtiment. Je suis maçon pour environ 1 200 €. Je paye 800 € de loyer, plus les charges pour lesquelles il faut rajouter 300 €, plus les frais alimentaires. Si on fait le calcul, ce n'est pas assez pour tenir jusqu'à la fin du mois. Dans le quartier populaire d'Aluche, le réseau d'aide mutuelle distribue 7 tonnes de nourriture par semaine, notamment grâce au soutien de la banque alimentaire. Le Rama aide aujourd'hui environ 350 foyers. De toute évidence, la situation ne fait qu'empirer. Nous pensons que nous arriverons à la fin de l'année avec près de 400 familles. Nous sommes très exigeants sur les procédures d'inscription et le nombre de bénéficiaires continue d'augmenter. Selon l'Institut espagnol des statistiques, le prix des denrées alimentaires a en effet augmenté de 15,4% sur un an en octobre, le pire chiffre depuis près de 30 ans. Face à cette dynamique, le gouvernement de gauche espagnol a multiplié ces derniers mois les mesures pour soutenir le pouvoir d'achat, mais elles sont jugées insuffisantes par les associations. Il y a beaucoup de familles qui n'ont pas les moyens de payer de l'huile d'olive et d'autres ne peuvent pas se permettre de dépenser 3 ou 4 € pour 1 kilo de lentilles. D'après une étude de l'Université de Barcelone, un foyer espagnol sur 7 est confronté à l'insécurité alimentaire, faute d'un accès à des produits sains et nutritifs, une situation critique dans un pays confronté à une précarité chronique. Et puis je vous le disais en titre, la Turquie annonce le début imminent d'une opération terrestre en Syrie. L'aviation turque a lancé dès dimanche une série de raids contre les positions kurdes dans le nord de la Syrie et de l'Irak, des raids qui ont fait au moins 37 morts. Nous avons survolé les terroristes avec nos avions, nos canons et nos drones pendant quelques jours. Si Dieu veut, dans les plus brefs délais, avec nos chars, nos soldats et ceux qui marchent à nos côtés, nous allons les éliminer tous, sachez-le. Et on passe à présent à notre dossier Coupe du Monde. Comme chaque soir et tout au long de la compétition, il est 19h passé de 13 minutes et la troisième explication de la journée vient de s'achever avec un match nul 0 partout dans le groupe C entre le Mexique et la Pologne. Et puis ce qui a retenu l'attention des millions de fans du ballon rond cet après-midi, c'est inéluctablement cette magnifique victoire en ouverture du groupe C de l'Arabie Saoudite et pas face à n'importe quelle équipe puisqu'il s'agit de l'Argentine, l'une des nations favorites de ce mondial, 2-1. Une victoire qui place l'Arabie Saoudite en tête du classement de ce groupe C. Hervé Renard, le sélectionneur, ne pouvait rêver d'un meilleur scénario pour cette entame de compétition. Et si l'exploit est immense, la récompense l'est d'autant plus. Selon le média Arab News, le roi Salman d'Arabie Saoudite a décrété un jour férié pour demain, mercredi, suite à la victoire donc de l'équipe saoudienne de football. Une victoire qui a été célébrée en grande pompe à Riyad et dans d'autres villes du royaume. Et les Aigles de Carthage ont eux aussi joué leur premier match aujourd'hui dans le groupe D. C'était face au Danemark. Les Tunisiens ont raté une belle occasion de se mettre à l'abri. Résultat du match, 0 partout.
Et puis ne ratez pas ce soir à partir de 20h la rencontre France-Australie. Voilà qui arrive à la fin. On arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite un point météo. Très bonne fin de semaine et à dimanche.